feedback utilisateur, c'est quelque chose de super important. Tu disais tout à l'heure, l'or noir, c'est la data, mais en réalité, tu pourrais dire que l'or tout court, c'est le feedback utilisateur. Le feedback utilisateur alimente aussi l'innovation. Parce que comme tu connais mieux les usages, les attentes de tes clients, forcément après, l'innovation, c'est plus peut-être facile aussi de proposer des choses qui vont intéresser réellement le marché. Tout à fait. Et alors moi, il y a un truc que je trouve encore plus fort, mais c'est... Aujourd'hui, je suis avec Pierre Acaglia, il est Head of Product chez 900care. On va parler produits, on va parler startup et on va parler surtout produits physiques, produits dans un contexte d'une startup non software first. Hello Pierre. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans mon podcast. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Donc toi, tu es Head of Product, comme je le disais, chez 900care. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et dire ce que tu fais concrètement ? Tout à fait. Alors, donc moi, c'est Pierre. J'ai une formation plutôt à la base ingé. J'ai eu l'occasion d'aller faire mes études, de finir mes études aux États-Unis, où j'ai fait pas mal de statistiques et à l'époque ce qu'on appelait la data science très large. J'ai travaillé du coup dans des startups et j'ai travaillé après chez Airbnb en tant que data scientist, où j'ai développé de plus en plus une appétence pour la partie product management. Donc, j'ai transitionné vers le product management et il y a à peu près un an, j'ai rejoint 900care. Qui est, on pourrait en reparler, mais aujourd'hui le leader en France sur l'hygiène rechargeable. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène rechargeable ? Ouais, alors très bonne question. L'hygiène rechargeable, en gros, 900care, c'est parti d'un constat qui est que dans ton gel douche, mais c'est valable pour la majeure partie de tes produits d'hygiène, tu as 90% d'eau et 10% d'ingrédients actifs, et tu jettes à chaque fois que tu as fini ton gel douche une bouteille en plastique. Et l'idée de Aymeric et Thomas, qui sont les deux cofondateurs de 900care en 2019, c'est de dire ça sert à rien de transporter et consommer et payer 90% d'eau. On peut t'envoyer l'équivalent d'une petite craie de la taille d'un bouchon de liège, un bouchon de vin, quoi, que tu vas mettre dans de l'eau de robinet que tu as chez toi, dans une bouteille en plastique que tu peux réutiliser et avoir du gel douche à l'infini, si tu veux, dans la même bouteille, sans rien jeter, sans transporter d'eau, sans transporter de plastique. Donc ça optimise la place dans les supermarchés, ça optimise les packaging aussi, j'imagine ? Ça optimise énormément de choses. Ton packaging pour un gel douche de 240 millilitres, c'est la taille, c'est la taille d'une, j'allais dire une cartouche de Game Boy, quoi. C'est vraiment très petit. Et ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus léger. Donc pour le transport, niveau écologie, c'est vachement mieux. Et même chez toi, en fait, tu peux avoir des stocks de gel douche. Tu peux avoir l'équivalent de 10 bouteilles de gel douche dans un espace comme ça. Donc c'est vachement cool. Et ça optimise énormément de choses. Tu n'as que tes ingrédients actifs chez toi. Donc comme tu le disais, tu es passé par Airbnb, là tu es chez 900care. J'aimerais un peu qu'on remette un petit peu de contexte justement autour de ton rôle et du métier de product manager, parce que certains connaissent pas forcément justement le métier et aussi le rôle finalement d'un product manager au global, tu vois, que ça soit dans une grande entreprise comme Airbnb ou chez 900 par exemple. Ouais, donc pour moi, le rôle du product manager, c'est de faire, d'aligner plusieurs choses, d'être le chef d'orchestre entre plusieurs choses. Donc dans product, tu as quand même la partie produit, et donc tu as la vision produit, c'est ok, j'ai une entreprise, je vends quelque chose, à quoi est-ce que j'ai envie que ce quelque chose ressemble dans 5-10 ans. Donc ça, c'est ta vision produit. Tu as un autre truc que tu dois concilier avec ça, c'est ta réalité business. En fait, j'ai une startup, j'ai des investisseurs, j'ai des gens qui s'attendent à ce que... J'ai des employés que je dois payer. Donc, il faut faire de l'argent, c'est normal. Il faut trouver les endroits où on va générer le plus d'argent. Et après, tu as une dernière chose, un peu la fin de la Triforce, c'est ton feedback utilisateur. Et toi, en fait, en tant que product manager, tu es un peu l'utilisateur caché dans la boîte, quoi. Tu passes idéalement beaucoup de temps avec tes utilisateurs. Et du coup, les utilisateurs, les gens que tu interviews te disent, ou les gens avec qui tu discutes de manière générale, te disent, voilà, il me faut ça marche pas, ça c'est un truc que j'aimerais bien voir. Donc en fait, réussir à concilier ces trois concepts, c'est un peu comme ça que moi je vois mon boulot. Et souvent, tu vas avoir des cas où, un truc qui fait moins sens niveau business, au moins immédiat, on va le pousser quand même parce que ça colle avec notre vision de produit et ça colle avec beaucoup de feedback utilisateur qu'on a reçu. Oui, donc au global, c'est pour améliorer aussi cette expérience utilisateur, le client final qui va utiliser ton produit. Et tu te bases évidemment, j'imagine, sur beaucoup de retours, mais de données. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, le pétrole
Aujourd'hui, c'est la data. Ouais, tout à fait. Et donc, j'imagine que dans ton quotidien, c'est des indicateurs que tu regardes beaucoup. Oui, je peux te donner un exemple d'un cas où justement, tu vois, tout n'était pas forcément aligné. On s'est dit, en fait, la data nous a aidé à prendre des décisions. Donc, 900Care, comme je te disais, on t'envoie ces petites craies, ces petits bâtonnets chez toi. Et du coup, pour que ça fonctionne et que tu remplisses ton gel douche, c'est un système d'abonnement. Parce qu'en fait, si t'es pas abonné et que tu achètes qu'une seule fois, on t'a envoyé une bouteille en plastique, l'impact écologique, il est même quasiment négatif. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, l'abonnement, ce que ça implique, c'est tu vas te faire livrer et t'es pas forcément tout le temps au courant. Il y a des gens qui ratent une livraison, etc. Et donc, le truc assez classique, c'est la question que tu vas te poser, c'est est-ce que je notifie mes clients avant leur prochaine livraison? Est-ce que je leur dis, et dans 3 jours, il y a une livraison qui arrive, en leur donnant l'option de ne pas recevoir leur livraison, en leur donnant l'option de même, pourquoi pas, annuler leur abonnement. Et du coup, ça, niveau business, ça fait très peu de sens dans un temps court. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu mets cette notification, tu perds énormément de revenus. Mais c'est là où les 2 autres parties de mon boulot rentrent en jeu. Petit 1, tes utilisateurs n'arrêtent pas de te dire « je me fais avoir à chaque fois ». Genre, j'arrive pas à me rappeler à quel moment est-ce que je vais me faire livrer. Et en fait, surtout, on parle de gel douche, de shampoing, etc. C'est pas des choses que les gens ont en tête jour le jour. Et petit 2, ta vision produit un peu long terme, pour revenir sur un des 3 trucs, la vision produit un peu long terme, c'est on a envie de créer un business vertueux ou transparent, etc. Et donc, du coup, tu te dis, OK, ça fait pas de sens business, mais ma vision produit est alignée et mes entretiens utilisateurs disent qu'il faut faire ça. Comment est-ce que je décide ? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la data et on s'est rendu compte que la rétention de nos clients, la rétention, c'est combien de personnes restent abonnées. La rétention, elle était vachement baissée. Elle avait vachement baissé, pardon, au moment où on avait enlevé cette notification qu'on avait eue il y a quelques années. Donc, on est retourné dans les datas d'il y a quelques années. On a regardé les chiffres et on s'est dit, la rétention avait baissé. Faisons un test. Si la rétention un peu long terme augmente, on peut se dire qu'a priori, si les gens restent abonnés, ils vont finir par recommander via l'abonnement. Et du coup, ça aura du sens business aussi. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a sorti les datas, on a testé, on a vu que ça a fonctionné. Et aujourd'hui, alors même aller plus loin, on a non seulement un mail, on t'envoie même un WhatsApp pour être sûr que tu saches bien ce qui va t'arriver. Parce que quand tu fais ça, tu crées une relation de confiance avec tes utilisateurs et après, les gens restent, quoi. Ah, c'est super intéressant parce que du coup, tu maries la data avec justement ces notions de parcours utilisateur qui traditionnellement sont plus un peu des notions UX finalement. Enfin, c'est souvent des designers qui participent au parcours. Ouais. Et j'imagine aussi que chez Airbnb, l'expérience utilisateur, parce qu'on parlait aussi de ton expérience précédente chez Airbnb, c'était des paramètres qui étaient très regardés. J'imagine tout ce qui concernait justement le client final et son expérience au quotidien avec le site internet, le logement, les hôtes, etc. Comment ça se passait concrètement Alors, chez Airbnb, c'est vrai, dont je pense beaucoup de startups et beaucoup de gens le savent, que le feedback utilisateur, c'est quelque chose de super important. Mais du coup, quand tu es une boîte qui a des moyens, tu industrialises l'extraction de cette info. Tu disais tout à l'heure, l'or noir, c'est la data, mais en réalité, tu pourrais dire que l'or tout court, c'est le feedback utilisateur. Et en fait, si tu as de l'or et que tu veux faire des bijoux, tu te dis pas, à chaque fois que j'ai besoin de faire un nouveau bijou, je vais aller prendre ma petite pioche et je vais aller extraire un petit peu d'or. Tu te dis, en fait, il me faut un système pour extraire de l'or en permanence et après, moi, je m'occupe de faire mes bijoux, quoi. Là, chez Airbnb, c'est pareil. En gros, il y a une forme d'industrialisation mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on est chez Airbnb en permanence en contact avec les clients. Et comment on fait ça ? Il y a des gens qui sont spécialisés, c'est vrai dans beaucoup de grosses boîtes, surtout les grosses boîtes américaines, des gens qui sont spécialisés, qui font de la user research toute la journée, qui travaillent avec les designers, qui travaillent avec les product managers, pour faire en sorte que dès qu'on a une question, on a des gens qui sont disponibles pour y répondre, des gens qui sont dans des focus groups qui correspondent aux gens auxquels tu veux parler. Donc, par exemple, j'ai envie de parler à un hôte qui a plus de 3 ans d'expérience, j'ai une liste de gens que je peux contacter immédiatement qui sont d'accord pour le faire. Il y a un système de rétribution, parce que voilà, quand tu passes du temps, c'est normal, tu es rétribué. Et donc tout ça, c'est déjà organisé. Et en fait, toi, en tant que PM ou en tant que designer, tu peux accéder à ça très facilement. Et en plus de ça, en plus de la partie réactive, il y a des trucs proactifs de que pensent nos utilisateurs. Et donc tu reçois en mode push. Exactement. Tu reçois assez fréquemment des slides
des équipes user research avec les tendances, comment est-ce que les gens pensent, comment est-ce que les hypothèses qu'on avait fut un temps sont en train d'être modifiées par telle ou telle chose. Et donc, il y a ce côté industrialisation, mais qui est vachement positif. En fait, tu as l'impression d'être en contact permanent avec tes utilisateurs. Ouais, effectivement, et le feedback utilisateur alimente aussi l'innovation. Parce que comme tu connais mieux les usages, les attentes de tes clients, forcément, après, l'innovation, c'est plus peut-être facile aussi de prioriser tes futures fonctionnalités et aussi de proposer des choses qui vont intéresser réellement le marché. Ouais, tout à fait. Et alors, moi, il y a un truc que je trouve encore plus fort, mais c'est possible que dans certaines entreprises, c'est être utilisateur de ton propre produit. Et alors, moi, je te disais que j'ai bossé chez Turo, qui est une boîte qui est un peu le Airbnb pour les voitures. J'ai bossé chez Airbnb et j'ai bossé chez 900. Et en fait, dans les 3 cas, je suis un fervent utilisateur convaincu de ces produits que j'utilise. Alors bon, pour le coup, 900, c'est plus facile de l'utiliser tous les jours parce que je me douche tous les jours. Mais pour les autres produits, j'utilisais plus d'une fois par mois quand j'y étais au moins. Et d'ailleurs, ces entreprises-là favorisent cette utilisation. C'est-à-dire que chez Airbnb, tu as des crédits pour l'utiliser. Alors, tu as des crédits sur la partie voyage, donc tu peux faire des voyages. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'étais aussi hôte chez Airbnb pour voir ce que c'était d'accueillir des gens chez soi. Et en fait, si tu n'as pas ça, c'est quand même compliqué de comprendre ce que pensent tes hôtes parce qu'il y a plein de questions de voilà, où est-ce que je vais mettre mes affaires quand des gens viennent chez moi. C'est une question que tout le monde se pose. Mais si en fait tu n'as jamais été hôte et que tu vois juste cette information via un écran Zoom ou même via des slides, aussi bien faites qu'elles soient, tu comprends moins et tu te mets moins à la place des utilisateurs, alors qu'au fond, le job de PM, enfin une partie du job, comme je disais au début, c'est être à la place des utilisateurs. Bien sûr. Et donc au début, on a parlé de 900 un peu plus. Et j'aimerais qu'on revienne justement sur cette caractéristique de ton métier aujourd'hui. Puisque quand on parle de start-up, quand on parle de produit, souvent on a l'image d'un produit technologique. Ouais. Ça peut être un SaaS par exemple. Mais c'est vrai que chez 900, tu es plus sur un produit en fait qui est non software first. Ouais. Et donc, j'aimerais un peu comprendre avec toi la particularité de ton rôle, sachant que c'est quand même un axe qui est un petit peu différent de ce qu'on voit un peu en majorité. Ouais, on en parlait un peu en intro, effectivement. Donc, c'est un produit physique. Je serais assez intéressé, j'ai pas trouvé de stats, mais je serais assez intéressé de savoir le nombre de product managers de manière générale qui bossent sur des produits qui sont effectivement pas du logiciel, pas du software. Mais je pense que c'est en fait assez conséquent et je me rends compte que beaucoup des choses des best practices qu'on a sur le product management, c'est des choses qui s'appliquent essentiellement à la partie logicielle. Et en fait, c'est intéressant de se poser des questions dans un environnement qui n'est pas logiciel. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de contraintes. Mais on évolue tous dans des environnements contraints, mais tes contraintes vont venir de ta logistique, tes contraintes vont venir de ta R&D, tes contraintes vont venir de, par exemple, pour 900 Care, en ce moment, le développement en retail, c'est-à-dire on va commencer à distribuer nos produits dans des enseignes du type Carrefour, Leclerc, etc. Et donc, en fait, c'est des contraintes qui sont complètement différentes. Pour donner un exemple sur la partie logistique, je travaille avec le Head of Ops qui me dit... il y a 1 an, on a décidé de ne mettre que des flacons bleus sur le site. On avait plein de couleurs, c'était un peu notre identité de marque. Et en fait, on s'est dit, ça coûte très cher, les gens n'ont pas l'air de trouver ça génial, enfin plus que ça. Pourquoi continuer à faire ça ? Simplifions. On a simplifié, on a mis que des produits bleus. Des flacons bleus, pardon. Et en fait, si tu fais du logiciel, tu vas sur le site, il y a peut-être 2 ou 3 endroits où il faut le changer. En 1 jour, c'est fini, t'as du bleu partout sur ton logiciel, terminé. Dans notre cas, en fait, on avait des flacons de toutes les couleurs. Ça veut dire que tu as des flacons de toutes les couleurs à l'entrepôt. On a testé pendant un moment de mettre que des flacons bleus. Maintenant, on a dit, OK, c'est la bonne solution. Ceci étant dit, on a plein de flacons verts et noirs. Il me reste des flacons sur les bras, mais des milliers de flacons. Enfin, 7 000 flacons verts et noirs de shampoing. Bon, voilà, il faut en faire quelque chose. Et ça colle pas du tout avec ton image de marque de dire, je vais les jeter, je vais les brûler. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte que... ce truc-là soit compris par tes utilisateurs. Cette contrainte-là, comment est-ce que tu en fais, pourquoi pas une force ? Donc, une des idées qu'on a, on l'a pas encore fait, mais une des idées qu'on a, c'est mettre un petit papier, soit manuscrit, alors c'est un peu compliqué, mais un petit papier un peu personnalisé, en disant, voilà, vous avez reçu une bouteille qui n'est pas celle que vous avez commandée, mais pourquoi vous avez fait ça ? Pour éviter qu'on jette cette bouteille-là, c'est juste une bouteille de shampoing. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours la renvoyer, on verra quelqu'un d'autre, on s'organisera différemment. Mais c'est une des contraintes qui fait qu'en fait, c'est ton produit physique, ouais, bien sûr. Tu es obligé de faire avec. Ouais, c'est aussi communiquer, comme tu le dis, avec les clients parfois.
mais c'est aussi essayer de comprendre des équipes qui sont très éloignées de la tech. Tu me parlais peut-être des équipes R&D. Ouais. Parce que j'imagine que pour développer ces produits, il y a de la formulation, il y a des labos peut-être derrière qui permettent de développer les produits. Ouais. Donc c'est aussi en tant que PM collaborer avec des profils un petit peu originaux par rapport à un PM d'un SaaS par exemple. Plus classique, ouais, tout à fait. Bah déjà, chez 900, du coup, on a un labo dans les bureaux. Donc ça veut dire que, alors, on change un peu de place occasionnellement, mais je me suis retrouvé adossé au labo pendant les 6 premiers mois où j'étais dans le bureau. Et ça, quand tu travailles sur des produits physiques, c'est super. Tu vois les gens, on a une équipe de 3 personnes qui fait de la formulation. C'est assez rare, hein, d'ailleurs, en France, dans des startups qui a cette taille-là, c'est assez rare de pouvoir formuler en interne la totalité des produits. Pour donner une idée aux gens qui écoutent, je pense que c'est quand même intéressant à savoir. Tu formules, tu récupères des matières premières, pardon. Tu as une liste d'ingrédients, tu fais ta formulation, donc en gros c'est une recette de cuisine, et après tu envoies ça à une usine qui est en France aussi chez nous, à Saint-Étienne, qui va industrialiser ça, et après tu fais ta logistique. Et du coup la partie formulation, elle est en interne chez nous, et effectivement, Paola, qui est notre directrice R&D, c'est quelqu'un qui a toujours bossé en R&D. Donc moi, il faut que je réussisse à comprendre ses objectifs, que je réussisse à comprendre ses priorités, et à l'aider autant que possible. On a fait un truc qui est assez original, on a fait un A/B test physique. Alors, je pense que ça existe, mais moi, les A/B tests que j'avais menés, moi, ils étaient essentiellement logiciels, ils étaient essentiellement en ligne. Et on a fait un A/B test physique où, en gros, Paola avait 2 nouvelles formules et des hésitations sur est-ce que c'est celle-ci qui va être mieux parce que, par exemple, la dissolution des bâtonnets était mieux ou est-ce que c'est la formule B parce que l'odeur sera meilleure, finalement, au détriment de la dissolution. Et bah, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé, et moi j'ai participé à ça avec la logistique, avec la R&D, ce qu'on a appelé les gamma tests, alors, parce qu'on avait déjà les alpha tests et les bêta tests, donc on est passé à gamma tests, et on a envoyé à des gens différents des formules différentes. Enfin, des gens qui ont sélectionné de manière aléatoire des formules différentes, on a regardé les retours, et on a pris une décision, comme sur un vrai A/B test, avec ta métrique, ton sample size, etc., on a pris la décision de passer pour la formule, je ne sais plus laquelle c'était, A ou B. Et en fait, ça permet à Paola aussi de voir comment moi je travaille, à moi de voir comment elle travaille, à l'aider à atteindre ses objectifs, et ça, c'est super important. Et en matière de priorisation, parce que quand tu es product manager, c'est un de tes rôles principaux, oui. C'est d'organiser ton backlog et de te dire, cette fonctionnalité, on va la développer à tel moment, avant ou après la suivante, etc. Et est-ce que tu penses que justement ce contexte spécifique d'un produit physique amène d'autres méthodes de priorisation? Et toi, qu'est-ce que tu testes justement pour prioriser au mieux tes fonctionnalités? Bon, déjà, je pense que c'est quand même vrai dans des environnements plus digitaux, mais quand tu as un produit physique, tu as un rythme qui est donné par les lancements, par exemple, des nouveaux produits. Moi, c'est un truc que j'avais pas du tout internalisé, et donc notre premier lancement produit, je me suis peu impliqué finalement, et je m'en suis rendu compte a posteriori, et je me suis rendu compte qu'en fait un lancement produit c'est énorme. Si tu compares à des gens, si tu compares à Steve Jobs qui quand il faisait des lancements produits, je pense que les PM chez Apple c'était le gros truc, tu vois. Quand tu lances un nouvel iPhone, c'est un produit physique, mais bon en fait, effectivement ton software il est dans ton hardware, donc c'est un peu différent. Mais en fait ton lancement de nouveaux produits physiques, ça rythme complètement ta roadmap. Et du coup là par exemple on a lancé le dentifrice en pâte il y a vraiment pas longtemps. C'était une méga prio pour toute l'équipe. Il fallait faire en sorte que ça fonctionne, il fallait faire en sorte que la communication autour de ça elle était bonne, il fallait faire en sorte que on arrive bien à remonter les bonnes infos côté logistique pour que tout le monde ait ses produits à temps. Donc en fait, c'est une méga priorité. Comment est-ce que tu priorises? Tu priorises en fonction de tes objectifs, de ta boîte. Ça, pour le coup, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence sur la méthode en soi. C'est plus comment est-ce qu'elle se matérialise dans ma roadmap. Moi, j'ai ma roadmap et à côté de ça, j'ai la liste des lancements produits. Et après, j'essaie de synchroniser les deux. J'ai ma roadmap de développement produit qui vient des feedbacks utilisateurs, de la data, etc. Et après, je prends la liste des objectifs de la boîte. En fait, être un bon PM, et surtout être un PM qui aide ta boîte, c'est faire en sorte que la boîte atteigne ses objectifs, quoi. Et donc, les objectifs, c'est faire les lancements produits, faire en sorte que nous, en l'occurrence, je t'en parlais, c'est la partie retail. Pareil, la partie retail, elle va complètement rythmer ta roadmap de développement. Ça paraît un peu antinomique, le retail et le développement logiciel, mais en fait, on va vachement aider le retail en faisant de l'emailing pour les nouveaux magasins qui viennent d'ouvrir, par exemple. Ouais, donc c'est effectivement, et je pense que ça peut servir un petit peu de conclusion et à la fois peut-être d'ouverture. C'est comment justement adapter les méthodes qu'on connaît tous en tant que product manager parfois,
les frameworks pour le contexte spécifique de son business. Et utiliser la data aussi, comme tu l'as dit au cours de cet épisode, peut-être aussi comme un levier d'influence pour justifier parfois certaines priorisations, peut-être aussi le développement de certaines fonctionnalités aux dépens de d'autres. Comment tu pourrais peut-être conseiller les product managers qui nous écoutent sur ces sujets? Pour moi, vraiment, la clé, c'est que veut faire ton entreprise, que veut faire ta boîte, et comment est-ce que tu fais en sorte d'aider ça. Donc nous, chez 900, on veut être... Bon, déjà, il faut être aligné avec la vision générale. On veut être le leader dans l'hygiène. Notre motto, c'est « Build a Green Giant ». Et donc, en fait, il faut être vert et il faut être gros, quoi. Donc, il faut aller le plus vite possible à ce niveau-là. Et donc, pour faire ça, il faut être rapide et il faut effectivement faire des choses correctement. Donc, il ne faut pas que tu baisses en qualité en restant bon. La partie atteinte des objectifs, c'est mon objectif à moi, c'est que la boîte atteigne ses objectifs. Pour que la boîte atteigne ses objectifs, il faut que tout le monde atteigne ses objectifs. Et donc, la R&D, la logistique doivent aussi atteindre ses objectifs. Comment tu fais pour ne pas rester uniquement dans ton... Tu vois, le concept de surface produit, ça existe beaucoup moins dans un domaine physique. Là, on touche le merchandising, là. C'est un peu le... T'as ça, t'as du merchandising, t'as pourquoi pas des outils back-end pour la logistique, t'as ce dont on parlait, les gamma tests pour la partie R&D, t'as 1 million de choses, le merchandising effectivement pour le retail, t'as 1 million de choses, mais en gros, c'est se dire comment est-ce que je fais en sorte d'aider la totalité des gens qui travaillent sur la boîte à atteindre leurs objectifs pour que la boîte atteigne ses objectifs. Et donc, moi, j'ai une surface produit qui est la base de ce sur quoi je travaille. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres surfaces qu'il faut que je réussisse à développer aussi, même si c'est pas mon cœur de business. Il faut que j'aide tous ces gens-là avec les outils que j'ai à ma disposition. Le feedback utilisateur, les outils tech que je peux mettre à disposition de tout le monde. Et voilà. Et donc, en fait, si tu réussis à pousser tout le monde dans la même direction, t'influences, si tu veux, même si je suis pas fan de ce terme-là, tu permets... C'est la persuasion, un petit peu. Ouais, persuasion, surtout, c'est la partie je facilite, quoi. Ouais. C'est plus que influencer les gens. C'est en fait, de toute façon, les gens, ils ont envie d'aller là. C'est juste que ce que tu fais, c'est les aider à aller là. Et déjà, la première personne que tu dois aider, c'est toi-même, pour atteindre tes propres objectifs. Et une fois que ça, c'est bon, tu te dis comment est-ce que je fais en sorte que on est en train de lancer le retail, comment est-ce que je fais en sorte que le retail soit un succès? Même si, encore une fois, ça pourrait être antinomique. Tu pourrais dire, non, si le retail se casse la figure, tout le monde reste en online et du coup, ma surface produit augmente. En fait, si tu penses comme ça, je pense que tu n'es pas reconnu comme un leader. Au fond, tu n'es pas un bon PM, quoi. Bon, super. Je te remercie beaucoup pour tous ces conseils activables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et on se fera un plaisir avec Pierre de vous répondre sous la vidéo. Je te remercie Pierre pour cet épisode et je te dis à très bientôt. Merci Alexis, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à ceux qui devraient l'écouter. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, rendez-vous sur thefreeway.fr pour retrouver des ressources en lien avec l'épisode. Si vous voulez me contacter, retrouvez-moi sur LinkedIn, Alexis Léger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Freeway. À très vite!